Mesdames et messieurs, chers collègues, bienvenue pour les tables rondes de cet après-midi. Je vous rappelle qu'il y aura deux tables rondes, une sur la recherche, l'autre sur l'organisation de l'évaluation et son financement, et que ces deux tables rondes seront conclues par un discours de Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui a confirmé sa présence. Je vous demanderai à la fin de la deuxième table ronde éventuellement d'attendre un peu parce qu'il y a des embouteillages dans Paris, donc il se peut que le transfert de la ministre prenne quelques minutes supplémentaires. Voilà, beaucoup d'entre vous sont très intéressés par les présentations, les discours, les diapositives qui ont été montées, les présentations vidéo, etc. Tout sera disponible sur le site web du HCRS, dans la mesure, bien entendu, où les auteurs donnent leur accord. Donc, je vous demande d'avoir un peu de patience. Nous ne ferons pas de distribution personnelle. C'est la règle du HCRS, c'est l'équité, égalité de traitement, et nous ferons preuve d'une complète transparence, bien entendu, dans le respect des auteurs. Vous m'entendiez pas bien. J'espère que vous avez entendu le début. Voilà. Donc, un peu de patience dans les quelques jours qui viennent. Vous aurez accès à l'intégralité de l'information, y compris aux enregistrements intégraux de l'ensemble des tables rondes. Voilà. Sans plus tarder, je passe la parole à Pierre Glaude, l'animateur de la table ronde sur l'évaluation de la recherche. Merci Michel. Mesdames et messieurs, chers et chers collègues, pour cette table ronde et en guise d'introduction, je voudrais m'essayer à un bilan de l'évaluation de la recherche depuis 4 ans et même un peu au-delà, et puis aussi esquisser quelques perspectives. Je voudrais rappeler d'abord quelque chose qui a été dit ce matin et qui me paraît très important, c'est que contrairement à l'évaluation des formations ou l'évaluation des établissements qui relèvent en grande partie de l'assurance qualité, ce qui importe lorsqu'on considère les pratiques des agences européennes, pour ne s'en tenir qu'à celle-là, c'est que l'évaluation de la recherche porte sur la performance et que l'existence au sein d'une même agence comme le HCRS de départements qui évaluent les formations, les établissements, la recherche est originale et même atypique en Europe où souvent la recherche bénéficie d'un mode d'approche qui est tout à fait particulier. Et c'est sans doute cela tient justement au caractère particulier des exigences d'évaluation de la recherche. Alors que dire du bilan des dernières années ? Il est nécessairement positif pour certains aspects et négatif pour d'autres. Je voudrais commencer par les aspects les plus positifs. Je crois qu'on peut dire que depuis une douzaine d'années qu'une autorité administrative indépendante existe, l'évaluation portant sur des critères multiples, pratiqués au grain le plus fin, c'est-à-dire celui de l'équipe interne, portant à la fois sur un bilan d'activité ex post et sur un projet ex ante, et couvrant tous les aspects de l'activité d'une unité de recherche, ce processus ainsi conçu a opéré comme un levier. Il a contribué à installer une culture de l'évaluation au sein des communautés. Il a professionnalisé les pratiques au sein des unités de recherche. Et il a permis aussi, dans nombre de cas, de consolider les résultats de celles-ci. En même temps, au bout de toutes ces années, il est inévitable que nous constations des formes d'usure, d'accoutumance, qui sont structurelles dès lors qu'on pratique de l'évaluation en général et l'évaluation de la recherche en particulier. Par exemple, les communautés évaluées
ont trouvé, sinon des biais, du moins un certain nombre de moyens pour s'élever aux exigences requises ou pour émousser les effets discriminants de l'évaluation. Et cette adaptation concerne à la fois les évalués, qui savent désormais, dans leur auto-évaluation, comment présenter leur bilan de la manière la plus attrayante, parfois en pratiquant le window dressing, qui tend à mettre un peu sous le tapis les véritables difficultés. Ces adaptations concernent aussi les experts, puisque on voit des comités manifester dans l'évaluation par les pairs des solidarités communautaires. Les comités peuvent être parfois soucieux de ne pas pénaliser la discipline qui est la leur au sein du site évalué. Et ils ont tendance aussi, dans un certain nombre de cas, à se faire les avocats de l'unité au lieu de véritablement produire un jugement évaluatif, ce qui les conduit à adresser des recommandations aux tutelles au lieu de les adresser à l'unité elle-même. Évidemment, ce qui est une façon, de biaiser le système. Enfin, notre mode d'évaluation multicritérisé peine à produire, en dépit de nos efforts, une évaluation précise, riche, documentée, performante, pour un certain nombre de critères qui, il faut bien le dire, en l'état, intéressent peut-être moins les comités que nous constituons. C'est le cas des interactions avec l'environnement, de ce qui concerne les activités de valorisation et de transfert, pourtant si importantes, dont les évaluations restent souvent stéréotypées ou superficielles. C'est vrai encore de l'implication dans la formation par la recherche ou encore du projet et de la stratégie des unités à 5 ans. Alors une fois que ce bilan, qui n'est certainement pas exhaustif, est fait, quelle perspective tracer pour l'évaluation de la recherche? Il me semble que 3 questions se posent. D'abord, peut-être la plus importante, qui est celle du positionnement du HCRS dans l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche. De l'AERES au HCRS, on a constaté une évolution de conception de l'évaluation. Et c'était évidemment quelque chose qui était dans la logique de la loi de 2013. Du temps de l'AERS, l'évaluation était le préalable indispensable à l'allocation des moyens. Le glissement s'est opéré vers une évaluation conçue comme un accompagnement des unités par le HCRS. Un accompagnement et une aide à l'amélioration des activités des unités par le HCRS. Alors cette évolution est due, me semble-t-il, en partie à la suppression de la notation qui était inscrite dans la loi de 2013. Cette suppression, il faut le rappeler, a résulté des limites de la notation des laboratoires telle que l'a pratiquée l'AERES et des insatisfactions que les pratiques antérieures à celles du HCRS avaient suscitées. Mais en même temps, la suppression de la notation a fait naître des critiques récurrentes sur les inconvénients qui s'en sont suivis pour, en particulier, le pilotage de la recherche au niveau des universités, des sites et également du ministère. Alors, compte tenu de cette situation, 2 nouvelles questions, me semble-t-il, sont totalement d'actualité. Quelles sont aujourd'hui les attentes de l'État stratège et aussi celles des établissements, des organismes, des communautés en matière d'évaluation de la recherche? Il me paraît indispensable qu'un point soit fait sur cette question. Et si les évolutions attendues vont dans le sens de la réintroduction d'éléments de comparaison, d'éléments de mesure, sinon de notation, quelle forme doivent prendre ces éléments?
si l'on veut éviter de commettre à nouveau les erreurs du passé. La deuxième question qui se pose, c'est celle des évolutions méthodologiques. Et forcément, ces évolutions méthodologiques sont corrélées au positionnement qui sera défini pour l'évaluation de la recherche dans l'écosystème de l'ESR. De ce point de vue, plusieurs questions se posent, et je me contenterai de les poser en espérant que les invités à cette table ronde pourront apporter leur point de vue, sinon quelques éléments de réponse. D'abord, celle des critères d'évaluation. Faut-il revoir le nombre et la nature de ces critères, par exemple pour recentrer l'évaluation sur certains aspects qu'on jugerait désormais prioritaires? C'est aussi une question de définition de ces aspects prioritaires, si on considère qu'il faudrait recentrer l'évaluation sur eux. Quelle part faire à la recherche compétitive dans l'évaluation de la production scientifique? Quelle part faire à l'internationalisation de cette production? Quelle part faire à l'innovation? Je parle d'innovation scientifique ici, dans un contexte de compétition internationale très fort. Voilà quelques-unes des questions qui se posent, et évidemment, la question est de savoir si l'évaluation nous permet, au bout du compte, d'identifier les unités les plus compétitives et aussi les pépites de demain. Une autre question d'un point de vue méthodologique est celle du profil des experts. Comment mieux les professionnaliser, les outiller? Faut-il élargir le spectre de leurs compétences en faisant place, par exemple, à des compétences spécifiques pour l'évaluation des activités de valorisation et de transfert? Se pose également la question de la visite. Faut-il la conserver, la repenser? Donner plus de place à l'évaluation sur dossier qui facilite l'internationalisation de l'expertise? Enfin, se pose la question de la mesure. Faut-il réintroduire des éléments de comparaison et des moyens de mesure dans le processus d'évaluation? Je terminerai par un troisième ensemble de questions qui portent sur les adaptations aux évolutions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Là encore, plusieurs questions se posent. Une question de granularité. On ne peut pas ignorer que, du fait de l'évolution de la taille des unités, de plus en plus grosses, de moins en moins nombreuses, de plus en plus pluridisciplinaires également, l'évaluation de ces très gros ensembles présente des difficultés spécifiques dont nous n'avons pas nécessairement pris la mesure. Alors dans ce contexte nouveau, puisqu'on est passé en une douzaine d'années de 3200 unités à un peu plus de 2400, faut-il continuer? Quel est le grain pertinent pour l'évaluation? Celui de l'équipe interne, celui de l'unité elle-même, celui d'un champ disciplinaire ou thématique regroupant des unités, celui d'un département, effectif ou virtuel, les 3 ou 4 corrélés étroitement? Toutes ces questions se posent aujourd'hui avec une certaine acuité. Une question de métrique aussi. Dans le contexte de la publication du manifeste de Leiden et du processus DORA, auquel se sont ralliés nombre d'opérateurs de recherche en France, quelle place pour la bibliométrie dans l'évaluation? Ne faut-il pas repenser les modalités de l'expertise et donc les modalités d'appréciation des documents soumis à l'évaluation en les évaluant par d'autres moyens que la bibliométrie? C'est une question qui a été envisagée ce matin. Une autre question que je poserai également a été envisagée ce matin, c'est la question relative à la prise en compte de l'open access et de la science ouverte dans l'évaluation. Aujourd'hui, cette place est mineure et on ne peut pas éluder cette question dans un contexte où elle est devenue un enjeu national prioritaire. Enfin, dernière question, c'est une question d'éligibilité qui est corrélée à la question du modèle économique du HCRS. On sait que d'ici quelques mois, le label EA va disparaître. Et la question de l'évaluation et aussi de sa gratuité se pose
dans le cas d'un certain nombre d'unités de recherche qui relèvent du secteur privé, qui n'est pas sous contrat, hein, dans des écoles de commerce par exemple, mais pas seulement, et unités qui à l'heure actuelle existent, ont été évaluées à titre gracieux, mais pourraient se multiplier, ce qui pose effectivement la question des limites de l'évaluation gratuite organisée par le HCRS. Alors j'en ai terminé, et je vais, sans plus tarder, céder la parole aux intervenants. On va les écouter tous les 5, successivement. Ensuite, nous pourrons consacrer un temps à la discussion, puisque j'imagine que toutes ces questions appellent nombre de questions. Et nous allons commencer par Thierry Damerval, président-directeur général de l'ANR. Merci Pierre, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Michel d'avoir organisé ce colloque. Tu as invité hier à une réflexion commune et je crois que c'est extrêmement important. Beaucoup de questions, Pierre, que tu as évoquées. Je ne survolais que quelques aspects. Alors d'abord, l'ANR et l'HCERS, anciennement AERS, ont ceci en commun d'avoir une genèse commune. Loi de programme de 2006, loi de programme pour la recherche de 2006, créant d'une part formellement l'ANR sous forme d'établissement public, l'AERS à l'époque sous forme d'autorité administrative indépendante. Les deux ont beaucoup évolué. L'ANR n'a pas changé de nom, mais il y a eu beaucoup d'évolutions à l'ANR aussi. Et nous sommes complémentaires. Nous n'intervenons pas sur le même champ, mais les problématiques d'évaluation nous amènent évidemment à avoir des problématiques partagées, des réflexions communes. Nous n'évaluons pas les mêmes choses. Alors j'ai du mal après ce matin à parler d'évaluation ex ante pour l'ANR, mais néanmoins on évalue des projets, on fait en sorte de pouvoir soutenir les meilleurs projets et le HCRS évalue plus largement des bilans. Mais j'ai dit il y a des principes communs, les principes évoqués hier par Michel de qualité, de transparence, d'équité de traitement bien entendu. Le principe incontournable d'évaluation par les pairs, et des comités constitués de scientifiques. Il y a un élément, je pense, de réflexion, puisque tu nous as invités à avoir des éléments de réflexion, c'est que, bien entendu, même si nous n'évaluons pas les mêmes objets, si nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous sollicitons à la fois pour la préparation des dossiers les mêmes, c'est-à-dire ce sont les équipes de recherche, et pour l'évaluation des projets, les mêmes. Donc, on sollicite beaucoup. Et là, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur la façon de moins mettre... il y a une question de temps, il y a une question de volume d'experts disponibles, et je pense que c'est un élément de réflexion à avoir. Le deuxième point, Pierre, tu as une lecture critique honnête, je pense, du bilan, qui est globalement positif, mais qui... Si on parle de l'évaluation des unités de recherche, je pense très honnêtement, et ce n'est pas le HCRS qui est en cause, c'est collectif, la réflexion n'est pas aboutie. Sylvie Retailleau, hier, a évoqué les différents acteurs intervenant aujourd'hui dans l'évaluation des unités. Ça n'était pas le cas à la création. Maintenant, la plupart des unités et les centres de recherche, pour la plupart, ont un SAB, qui permet de préparer la visite du HCRS. Et puis ensuite, les établissements ont, pour la prise des décisions, des processus internes, avec parfois des commissions et des instances propres. Donc tout ceci fait qu'on le sait que le processus prend du temps et que c'est souvent 2 ans et demi avant la fin du contrat quinquennal que les choses commencent à se préparer. Tu as évoqué la problématique du grain, de l'évaluation, bien entendu, de la périodicité, et puis de la fonction. Fonction d'aide au laboratoire ou d'aide à la décision ou de support à l'allocation des moyens. C'est 3 choses différentes, mais il faut qu'elles soient bien précisées dans leur modalité. Alors, Sylvie Retailleau a évoqué à plusieurs fois la possibilité d'accréditation. En fait, le principe, il existait dès la loi de 2006, puisqu'à l'époque,
l'AERS conduisait, pour les unités, ce n'était pas le cas pour les autres, mais pour les unités, elle conduisait les évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon les procédures qu'elle a validées. Force est de constater que c'est une possibilité que les établissements, les acteurs, les communautés ne se sont pas emparés. Pourquoi ? Il faudrait l'analyser. La loi de 2013 élargissait cette possibilité de validation des procédures aux établissements et aux formations. Et pour les unités, il y avait une reformulation. Alors, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, mais je ne suis pas sûr que c'était vraiment le cas pour les rédacteurs de la loi à l'époque. Je vous rappelle rapidement les dispositions de l'article. Le HCERS est chargé d'évaluer les unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces unités, de recourir à une autre instance ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances. Lorsqu'une unité relève de plusieurs établissements, il n'est procédé qu'à une seule évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par cette instance en l'absence de décision conjointe des établissements de recourir à une autre instance ou en l'absence de validation des procédures d'évaluation, le Haut Conseil évalue l'unité de recherche. Voilà, donc je pense qu'il y a un sujet. Et puis l'autre point, c'est que l'évolution du contexte, l'autonomie des universités évoquée plusieurs fois, la labellisation des équipes d'accueil qui ne relèvent plus d'un processus national, les éléments de contexte font aussi que les choses ont évolué, qu'on doit se poser la question du positionnement, comme tu l'as fait, dans ce contexte d'évaluation, pour qui et pourquoi. Après, on partage un certain nombre de problématiques communes liées à l'évolution de l'évaluation dans un contexte international. Alors bien entendu, toute agence de financement ou agence d'évaluation s'interroge sans cesse sur le bien fondé de ces processus, sur le bien fondé des modalités de financement, etc. Et on a vu un exemple ce matin, il y a des travaux de recherche, il y en a de toutes sortes qui alimentent en permanence la réflexion. DORA. Oui, évidemment, nous, on a signé DORA, comme beaucoup d'autres, il y a un an. DORA est aujourd'hui signé par 19 agences de financement en Europe. Je voudrais juste rappeler, parce que parfois on a l'impression que DORA, c'est plus de bibliométrie, plus d'indicateurs. Non, ce que dit DORA, c'est que nous devons être explicites à propos des critères utilisés, que le contenu scientifique d'un article est plus important que les métriques de publication, que le facteur d'impact, pour être clair. Et donc on voit un effet très positif sur ce point où les commissions sont amenées à regarder le fond des projets et pas à se contenter de dire « il a publié dans Nature ». Il y a un autre point que DORA introduit, c'est le considérer la valeur et l'impact de toutes les productions de la recherche, pas simplement les productions d'articles. Alors ça, c'est évidemment aussi un sujet de fond, parce que c'est la nature même, et tu as évoqué les questions de sens ouvert, c'est la nature même de la production scientifique qui évolue. On a la prise en compte des préprints, la question de la diffusion des résultats négatifs, les blockchains pour partager rapidement des données, et plus globalement l'open data, avec des formes d'accès, de diffusion des données scientifiques nouvelles qui vont se développer, ça existe déjà dans un certain nombre de disciplines, et qui n'auront pas été soumises à peer review. Ça, c'est une donnée à laquelle on doit se préparer. L'évolution, elle sera différente selon les domaines scientifiques. Et puis, il y a l'évolution, enfin, des méthodes supportant l'évaluation. Je l'ai dit, l'évaluation par les pairs est un principe aujourd'hui partagé partout dans le monde. Mais la constitution des comités, les méthodes de travail sont susceptibles d'évoluer, et on voit de plus en plus apparaître ce que je qualifierais d'EAO, d'évaluation assistée par l'ordinateur, ou plus exactement d'évaluation assistée par l'intelligence artificielle. Les premières étapes, elles sont pratiquées par un certain nombre d'éditeurs ou d'agences d'évaluation, c'est les systèmes de recherche automatisés pour l'identification de plagiat, de copies. Le deuxième niveau, c'est des systèmes experts d'aide à l'identification de reviewers. C'est pratiqué par la NSF,
par RCN en Norvège et un certain nombre d'autres agences. Tant qu'on reste dans un niveau d'aide à la décision, mais on passe, dans un certain nombre de cas, à un système automatisé qui se substitue à la décision humaine. Alors je terminerai juste par un exemple, mais je pense qu'on ne peut pas rester indifférent ou inattentif à ce qui se passe dans le pays qui, on le voit dans le rapport de l'OST, représente aujourd'hui 16% de la publication d'articles au monde et en pleine croissance, c'est la Chine évidemment. La Natural Science Foundation of China, c'est 225 000 de projets évalués en 2018, croissance de 10% par an depuis 5 ans, a inscrit dans ses axes stratégiques 2018-2022 la prise en compte des big data, l'ouverture des données, la globalisation, et a déjà introduit l'intelligence artificielle pour sélectionner automatiquement les reviewers. Et dans ses axes stratégiques 2023-2027, l'évaluation basée sur l'intelligence artificielle est un axe déterminant d'amélioration des mécanismes d'évaluation différenciés, précises, efficaces et loyales. Le directeur de la NSFC, Ling Chingay, qui est un chimiste reconnu, vice-président de l'International Science Council, dit clairement que pour lui, l'IA permettra d'éviter les lobbies. On est dans un autre contexte, certes, mais je le cite, l'IA ne peut être corrompue. Donc, je terminerai là-dessus, il y a une nécessité malgré tout, que ce soit pour des agences de financement, des agences d'évaluation, de suivre ces évolutions, de préparer éventuellement ces transitions, mais j'insiste, en veillant à garder toute sa place à l'humain, mais je pense qu'on a des enjeux à partager qui sont devant nous. Merci. Merci Thierry pour ce rebond sur un certain nombre de problèmes que j'ai posés. Et nous allons sans doute prolonger ces questions avec Madame Margaret Buckingham, qui est chercheuse à l'INSERM et qui occupe... Pardon, au CNRS, excusez-moi. Et qui fait partie du conseil scientifique de l'ERC. Et il nous a semblé intéressant, après avoir entendu Thierry, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est au bord de l'ERC. Alors, donc, d'abord, je remplace Jean-Pierre Bourguignon, qui est le président de l'ERC, qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il avait les obligations à Bruxelles. Donc, il vous souhaite tous bonjour. Donc, je suis membre du conseil scientifique de l'ERC et donc je vais vous parler des instances d'évaluation de l'ERC. Ah. Alors là, gauche et droite. Gauche et droite. J'essaie droite. Ah oui, voilà, ça bouge. Cette fois-ci, ça a bougé. Très bien. D'accord. Donc ça, c'est juste pour vous indiquer ou vous rappeler les différents types de subventions qui sont données par l'ERC. Ils donnent les subventions aux jeunes, les starting grants, les consolidated grants pour les gens qui sont dans un stade intermédiaire de la carrière, et puis les advanced grants pour les chercheurs bien établis. Depuis 2008, maintenant, ils donnent les synergy grants. Donc ça, c'est les grants, les subventions qui sont données à plusieurs équipes, 2 jusqu'à 4. Et donc, il faut là qu'il y a une vraie preuve qu'ensemble, ils peuvent faire plus qu'un individu tout seul. Il n'y a aucune restriction géographique, ça peut être même les équipes dans le même institut, mais il faut absolument qu'il y ait un élément de synergie. Et puis, il y a les petites subventions qui s'appellent Proof of Concept. Ça sont données uniquement aux personnes qui ont déjà, eux, une subvention ERC. Et ça, c'est pour amener une recherche vers une application. Donc, c'est une petite subvention qui aide dans ce sens-là. Les grands chapitres ont tous les subventions de 2 à 2,5 millions d'euros données à l'équipe pendant une période de 5 ans. Donc, ça veut dire 0,5 millions par an, sauf dans les cas de jeunes, où c'est un peu moins. Mais même les jeunes peuvent demander de l'équipement en plus s'ils veulent, donc ça peut être plus important. Dans le cas de Synergie, c'est le même en fait. Le Synergie
dure 6 ans au lieu de 5, parce qu'on estime que ça prend du temps de mettre ensemble un projet. Mais là, donc, c'est l'équivalent aussi de 0,5 millions d'euros par an par équipe. Donc voilà, ça c'est les axes des différentes subventions. Donc dans la période 2017, ça c'est une erreur, c'est 2018. Donc c'est les premiers 10 ans de l'ERC. Il y a eu à peu près 9000 subventions données. Et ça se recoupe dans les différents domaines, parce que l'ERC couvre tous les domaines de la recherche. Donc il y a les sciences de la vie, LS, il y a PE, physics, engineering, mathématiques, etc. Et puis il y a SH, qui est sciences et humanités. Donc ça, c'est le nombre de subventions données pendant cette période dans ces différents domaines. Et puis Synergie, comme je dis, vient de commencer. Mais on estime que l'année prochaine, ou cette année, il y aura probablement une quarantaine de subventions. Donc vous verrez que ce n'est pas un nombre énorme pour toute l'Europe. Et je pense que le budget n'est pas négligeable. C'est à peu près 500 millions d'euros par an qu'on donne. Mais pour toute l'Europe, ce n'est pas énorme. Et je pense que ce qui a fait que le ERC a de succès, c'est l'impact de ces subventions et le fait que c'est prestigieux d'être lauréat de ERC. Et c'est souvent utilisé comme un critère, d'ailleurs, d'évaluation dans les différents pays d'Europe. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous indiquer les sommes impliquées. Alors, le taux de succès est entre 10 à 15% dans toutes les panels, dans tous les domaines, sauf dans le cas du proof of concept qui est donné uniquement aux gens qui ont déjà une subvention ERC avec un projet d'application. Et là, c'est un taux de succès qui approche 40%. Mais c'est un peu différent. Donc, c'est 12 à 15% en général. Ça veut dire que l'ERC, pendant cette période de 10 ans, a brassé à peu près 90 000 demandes de subventions provenant de toute l'Europe. Donc, ça, c'est juste un résumé des différents panneaux dans les différents domaines. Donc, les demandes de subventions sont évaluées par les panels qui sont experts dans un domaine bien défini de la recherche. Et vous voyez la liste qui est là. Ce n'est pas fixe. On est actuellement en train de voir comment on peut updater certains des périmètres des domaines en fonction de l'évolution de la science. Par exemple, le nombre de demandes de subventions dans le domaine SH, Social Science and Humanities, est en train d'augmenter dans une façon considérable. Donc, on va créer un nouvel panel là, etc. Donc, c'est assez flexible et on essaie de rester à l'écoute de la communauté scientifique et les choses qui sont actuellement vraiment des plus percutantes. Donc, maintenant, comment l'évaluation fonctionne? Donc, les gens qui veulent demander une subvention ERC doivent remplir deux parties. Une partie qui est une sorte de synthèse, part B1, c'est à droite, une synthèse du projet, qui explique bien pourquoi c'est innovateur, pourquoi c'est quelque chose de percutant, pourquoi ce n'est pas juste une continuation de ce qui se faisait avant. Et puis, il faut qu'ils aussi présentent le CV et ce qu'ils ont accompli déjà. Et puis, il y a une deuxième partie qui doit être soumise en même temps, qui est beaucoup plus conséquent. Et vraiment, c'est le projet présenté plus en détail avec les méthodologies, avec un programme pour le timing pendant les 5 ans et tout ça. Et puis à gauche, donc, il y a les parties administratives qui doivent être présentées, y compris donc un mot de la part de l'Institut où la recherche va être effectuée qui disent qu'ils vont donner tout ce qui est nécessaire pour soutenir l'équipe. Et puis il y a aussi les questions de conflit d'intérêt, un tas de choses de ce genre. Donc ça, c'est la présentation. Il faut dire qu'il y a toujours un débat sur s'il faut que les gens présentent B1 et B2 en même temps, parce que vu le taux de succès, il y a toute une série de gens. Donc le parti B2, comme je vais vous expliquer, n'est même pas vu. Mais le fait est qu'au début de l'ERC, il y avait question de juste soumettre une déclaration d'intérêt, donc le part B1, et ils étaient inondés par les demandes. Et donc maintenant, pour les raisons en partie purement opérationnelles, il faut soumettre la demande entière
d'un seul coup. Donc, comment est-ce que les demandes de subvention sont évaluées? Donc, la chose sur laquelle le ERC insiste, c'est qu'il faut que ça soit vraiment quelque chose d'innovateur, quelque chose de nouveau, quelque chose avec un impact potentiellement considérable. Et puis, il réduit aussi, bien sûr, l'approche scientifique et la feasibilité. Mais c'est vraiment l'aspect innovateur et l'aspect, le wow aspect, comme il dit, qui compte beaucoup. Et puis, bien sûr, il faut aussi regarder l'excellence de la personne qui fait la demande. Et là, donc, on tombe effectivement sur la possibilité problématique de comment on évalue le candidat. Donc, capacité intellectuelle, créativité, aussi la quantité de temps qu'ils vont donner, si c'est un signe surtout, à la recherche. Et là, donc, on tombe sur le problème de CV, le problème de metrics, le problème de publication. Et donc, le ERC, même s'ils n'ont pas encore signé la convention de Doha, souscrit complètement à ces principes, c'est-à-dire qu'il faut pas juger le candidat uniquement sur les impact factors. Ça, on insiste auprès du panel qu'il ne faut pas faire ça et qu'il faut vraiment regarder ce qu'ils ont accompli. Donc, on demande aux candidats de mettre les 5 meilleures publications avec 2 lignes pour chaque publication pour expliquer quel est vraiment l'impact et l'importance scientifique de ce qu'ils ont fait. Et on trouve que ça aide un peu, au moins, d'éviter l'effet purement métrique. Voilà. Donc, l'évaluation, donc, il y a la première étape où c'est la partie synopsis et CV qui sont jugés. Et ça, c'est fait donc uniquement par les membres du panel dans le domaine concerné. Et puis, après ça, il y a à peu près un tiers des demandes qui sont reçues, qui sont retenues. Et puis, on passe au step 2. Alors, entre-temps, donc, ces tiers sont envoyés aux experts dans le monde entier qui sont vraiment spécialistes dans le domaine. Parce que le panel peut avoir les experts, mais il peut aussi avoir les gens qui sont vaguement au courant, mais pas complètement spécialistes. Donc, cette remote assessment, cette review par les experts à l'extérieur des panneaux est très importante. Et donc, chaque demande va récolter à peu près 3 ou 4 reviews des experts, quelquefois plus, mais pas moins. Et puis après, donc, le panel se réunit de nouveau et considère donc l'avis des experts aussi. Et puis, il y a les entretiens. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'entretien pour les seniors, mais on a décidé de modifier ça. Donc, dès maintenant, tous les candidats qui arrivent au step 2 passent par les entretiens. Et ça, c'est parce que ça permet aux membres du panel de poser les questions sur les choses qui n'étaient pas très claires. Et on estime que ça, c'est important parce que ça peut quelquefois changer complètement le jugement suivant la réponse du candidat. Donc, on estime que les entretiens sont importants. Et puis, donc, depuis le début, les demandes sont classées A, B, C. Il faut dire qu'un certain nombre de B sont probablement maintenus aussi pour le step 2. Et au step 2, quand le proposal entier est vu et quand l'avis des experts est vu, souvent là, le B et le A peut basculer un peu. Et puis après, donc, le panel donne une liste de proposals qu'ils estiment sont dans la catégorie A à financer. Et puis, il y a un certain nombre qui sont à la marge si jamais il y a une possibilité d'avoir quelques subventions en plus. Après ça, donc, les candidats sont informés des résultats. Dans quelques cas, il y a les demandes de redress, les protestations de la part des candidats qui n'ont pas reçu une demande. Il faut dire que c'est très rare que ça a lieu et très rare que ça s'est accepté. C'est uniquement pour les raisons factuelles ou de procédure. Ce n'est pas du tout le jugement scientifique qui peut être remis en cause. Alors, pour les Synergy Grants, ça veut dire les demandes de subvention faites par plusieurs PI, de 2 jusqu'à 4, on a introduit un autre système d'évaluation qu'on veut, à la fin, appliquer à toutes les demandes. Et ça, c'est un modèle de panels qui ne sont pas figés en avance, mais qui sont dynamiques et qui sont constitués en fonction de la demande.
Et ça peut être à l'intérieur d'un domaine, comme le domaine des sciences de la vie, mais ça peut être aussi à travers les domaines. Parce que, comme vous pouvez imaginer, par exemple, il y a pas mal de domaines qui nécessitent les compétences en biologie, mais aussi en physique, par exemple. Donc, c'est pour mieux gérer ce type de choses. Et parce que le but de synergie, c'est créer quelque chose en plus avec les consultations entre les gens, avec les expertises différentes, on a institué ce système. Donc, c'est un peu plus compliqué parce que les experts sont appelés en avance, mais pas forcément utilisés. Dans un premier temps, il y a un panel unique qui regarde les demandes et puis qui fait un premier tri et puis aussi demande les experts parmi les personnes qui vont éventuellement participer dans les panels d'expertise plus pointus et qui fait un premier tri en fait. Et puis donc ensuite ces demandes, comme vous pouvez voir, sont envoyées aux experts à l'extérieur. Et puis il y a une deuxième étape où les panels, et là ce premier tri est fait par les présidents des panels et les vice-présidents, mais pas avec tout le monde. La deuxième étape donc, c'est avec un panel 5 panels qui sont constitués par les experts en fonction des contours des demandes qui arrivent. Et donc, c'est eux qui vont donc regarder de près les demandes en détail, qui vont aussi donc décider qui vont être envoyés aux experts externes. Et puis, c'est à l'étape 3 que les mêmes panels d'experts constitués en fonction des demandes vont regarder les avis des experts et vont aussi interviewer les candidats. Encore une fois, il y a toujours les entretiens où les candidats doivent montrer l'importance de ce qu'ils proposent à faire, mais aussi la synergie qui en résulte si ils auront de la subvention. Donc, ce système de panels dynamiques, qui sont les panels donc faits en fonction des demandes reçues, est assez compliqué à gérer, mais a été très réussi. Les membres des panels qui ont participé à ça ont trouvé ça très bien et les gens évalués aussi. Donc, on va essayer dans le futur que ça s'applique à toutes les demandes. Et ça veut dire qu'au lieu d'avoir que les panels sciences de la vie, que les panels physiques, etc., on va faire les panels beaucoup plus hétérogènes à travers les domaines aussi bien qu'à l'intérieur d'un domaine. Donc, juste un mot sur les membres des panels. Donc, à travers tous ces domaines, il y a à peu près 600 membres des panels qui sont appelés à chaque fois qu'il y a un appel. Ils sont les scientifiques bien connus. Ils sont recrutés. C'est le conseil scientifique, c'est nous qui surveillons les noms des gens. Ils viennent de partout dans le monde, des États-Unis, d'Australie, du Japon, pas uniquement d'Europe. Il y a à peu près 10 à 15 membres par panel. Et donc, il y a un président de chaque panel qui est choisi aussi par les membres du conseil scientifique. Les membres des panels sont rémunérés à peu près 450 € par jour entier, plus les dépenses de voyage et d'hôtel, etc., bien sûr. Et puis les remote referees, alors là, il y a au moins 2000 pour chaque appel de subvention. Et donc, eux, ils ne sont pas rémunérés. Et chacun évalue qu'un petit nombre de demandes. Alors ça, c'est juste pour vous indiquer la procédure. Donc, et c'est aussi pour insister sur le fait, bon, chaque subvention passe par un contrôle éthique. Et d'habitude, ça se passe vite. C'est une question d'être sûr qu'ils ont, je ne sais pas, l'autorisation correcte pour l'expérimentation avec les animaux, tous les papiers plus compliqués pour l'expérimentation, éventuellement avec les populations humaines, par expérimentation, mais de recherche, etc. Donc, il y a quelques demandes qui posent problématiques et ce processus peut durer longtemps, mais pour la plupart, ça est vite réglé. Et puis, donc, on demande un premier rapport scientifique à mi-chemin, où il nous raconte les publications et comment ça procède. Et l'idée de ça aussi, c'est de les aider s'il a les problèmes. C'est très rare que quelqu'un se trouve avec la subvention arrêtée, mais c'est surtout pour les aider. Et puis, à la fin de la période, avec une attente possible d'à peu près 2 mois,
ils doivent faire un rapport final avec ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ça? Donc, deux choses, je mentionne très brièvement. Premièrement, nous avons trouvé important et intéressant de regarder quel domaine de science, quel type de projet est soutenu par l'ERC pendant la période, pour le moment, on l'a fait pendant la période 2007 à 2013, qui est le 7e programme cadre. Et donc, ça, c'est un travail qui a été assez compliqué. On a fait ça en cherchant les mots-clés, bien sûr, par les systèmes informatisés, mais ça a aussi été suivi par les officiers scientifiques, les administratifs, qui sont souvent les scientifiques d'ailleurs, qui font partie de l'agence de l'ERC, qui ont regardé de près à peu près 4000 subventions accordées, 4000 rapports, pour voir quels sont les domaines qui sont, pendant cette période, financés par l'ERC. Et ça, c'est une information assez intéressante, et c'est intéressant de voir aussi comment ça évolue. Donc, on est resté à 2013 avec 2 ans et posteriori pour voir les autres publications qui sortent. Et tout ça, c'est sur le site web de l'ERC. Mais on va continuer à faire ça, parce que je pense que du point de vue information de base, c'est important de savoir comment la science évolue. Et ça, c'est un aperçu sur l'évolution de la science. Et puis, dernièrement, bien sûr, il faut justifier notre système d'évaluation. Donc, on a une évaluation qualitative des projets. Et ça se fait sur à peu près 15 à 20% de tous les projets financés chaque année. Et là, ça se fait par les experts et les panels d'experts dans les différents domaines, qui ne sont pas les mêmes personnes qui ont participé dans les panels où les candidats ont été sélectionnés. Et donc, eux, ils sont demandés de regarder un certain nombre de projets et de résultats dans le rapport, et de nous classifier les choses en termes, comme vous verrez, de vrais breakthroughs scientifiques, d'avances majeures ou de choses qui ne sont pas très percutantes. Et en général, ça, c'est le genre de résultats qu'on a. Et c'est assez consistant, d'ailleurs, année après année. Donc, ça veut dire que la grande majorité des choses financées par l'ERC représentent les avancées scientifiques importantes, avec une certaine proportion, à peu près 25%, qui sont les vraies avancées extrêmement importantes. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner une idée de comment fonctionne le ERC. Très compétitif, avec l'évaluation, bien sûr, pour sélectionner les candidats, mais aussi un certain regard sur ce qui a été financé et comment les choses sont passées. Voilà, merci. Merci, Madame, de cet exposé très, très éclairant. Je note au passage que l'ERC se soucie, ce que nous ne faisons pas au HCRS, mais qui est une question qui nous avait été posée par nos évaluateurs de l'ENCOA lorsqu'ils nous avaient rendu visite, qui est celle du suivi des évaluations initiales et de l'appréciation de ce que vous appelez avancée majeure, et qui serait autre chose, évidemment, si nous faisions du suivi des évaluations. En tout cas, c'est une question aussi qui pourrait être posée. Mais nous allons poursuivre. Je vais céder la parole à Patrice Bourdelet, qui est directeur d'études émérite à l'EHESS, mais surtout qui a été pendant de nombreuses années directeur de l'INSHS, et qui pourra donner à la fois le point de vue de la recherche, de l'évaluation de la recherche à partir d'un grand organisme et aussi des SHS. Merci Pierre. Pierre, complice du lancement de l'ARS dans sa partie évaluation des équipes de recherche SHS dès le départ, dès la fondation de cette agence. Merci à toi de m'avoir invité à partager ces moments de réflexion utiles. Et c'est une excellente idée, je pense, d'avoir organisé ce colloque. Alors, mon intervention va être assez différente des deux précédentes, puisque je pense que pour toute évaluation, la participation et l'adhésion des équipes évaluées sont cruciales, en fait.
Il est vraiment important de parvenir à un consensus sur l'objectif des évaluations, sur leur méthodologie et sur leurs indicateurs, sur les indicateurs utilisés. Il est important aussi que les équipes évaluées perçoivent le profit qu'elles retirent d'un exercice qui leur prend du temps et de l'énergie et qui s'inscrit dans un calendrier en général chargé et donc en tension avec les autres activités. Par exemple, faire vraiment de la recherche et terminer les articles en cours. Et je pense vraiment qu'en une grosse dizaine d'années, nous avons beaucoup progressé dans cette direction de partage et d'intérêt mutuel à l'évaluation. Alors Pierre le rappelait, pendant les 7 années où j'ai dirigé les sciences humaines et sociales au CNRS, en fait l'internationalisation de ces disciplines a constitué sans doute l'axe majeur de la politique menée. J'allais dire l'un des 3 axes principaux de la politique que j'ai menée. Et du coup, je vais consacrer mes quelques minutes d'intervention à cette dimension-là. Alors pourquoi l'internationalisation? Pourquoi cette insistance? Ça a été dit hier. La recherche, y compris en sciences humaines et sociales, est internationalisée, j'allais dire, où elle n'est pas. Alors, c'est une affirmation qui va me valoir quelques réactions du côté des sciences humaines et sociales. Surtout si j'ajoute qu'à terme, dans le cas où elle n'est pas internationalisée, elle pourrait se rapprocher peu à peu d'une sorte d'érudition locale, qui est intéressante, mais qui n'est plus de la science. Alors pourquoi cette internationalisation indispensable à la recherche? Parce que les questions vives, vous le savez bien, nouvelles, innovantes, qui rencontrent un écho parce que prometteuses, ou pas, mais bon, naissent des échanges internationaux et sont portés par des réseaux, en fait, tout le temps. Parce que les méthodes évoluent aussi, les méthodes de lecture, d'observation, d'exploitation des sources, de construction des données, de méthodes d'administration de la preuve et de montée en généralité en ce qui concerne un certain nombre de disciplines. Parce qu'aussi, il ne sert à rien ou presque de produire de l'innovation scientifique que personne ne connaît ni ne partage. Bon, c'est la limite aussi de la définition même de l'innovation. Et donc l'important pour une équipe, au fond, alors ce que je vais dire est très exigeant, mais au fond c'est ça, c'est de réussir à avoir un effet d'entraînement de toute une partie des équipes à l'échelle internationale qui travaillent dans la même thématique qu'elles-mêmes. Évidemment, bon, mais c'est bien ça le jeu. L'enjeu, il est là. C'est de réussir à prendre le leadership à un moment donné sur une thématique de la recherche mondiale, ou de compter parmi les très grandes équipes. Alors évidemment, dit comme ça, ça paraît évident et clair. Ça l'est moins quand on cherche à évaluer la place d'une équipe dans ces communautés internationales. Alors plus les communautés internationales sont structurées, plus le consensus s'est fait sur les très grandes revues internationales dans lesquelles les excellents articles sont publiés, et plus claire est la réponse, au fond. Je suis en train de penser à l'astrophysique. On va assez vite vers du consensus et toute la communauté sait quels sont les grands apports et qui a été à l'origine des grands apports. Quelles équipes, je veux dire. Mais on pourrait penser à certains secteurs spécialisés de la biologie. On pourrait aussi penser à certains secteurs de l'économie ou de la linguistique pour élargir le champ. À l'opposé, plus l'organisation des communautés scientifiques à l'échelle internationale est faible, plus les revues sont nombreuses, et plus la réponse à la question de la plus-value scientifique exacte est délicate. Alors je pense à des secteurs comme la recherche environnementale. Certains secteurs sont tellement neufs et tellement foisonnants que, ma foi, on ne sait plus trop. La recherche en littérature, la recherche en droit, et globalement dans de nombreuses disciplines de sciences humaines et sociales. Alors cela dit, la spécialisation de plus en plus poussée des chercheurs participe aussi à la détermination, à la définition de nouvelles sous-disciplines, de nouveaux champs, de nouveaux objets, de nouvelles thématiques, si particuliers qu'il devient possible de maîtriser l'ensemble de la production scientifique qui compte à l'échelle mondiale. Alors, on peut penser à l'épidémiologie de telle maladie. Les grands spécialistes de la maladie et de l'épidémiologie savent où les choses se font. À la démographie historique.
on sait où les choses se passent. Mais la limite ici, ce sont les conflits d'intérêts croissants, bien sûr, au fur et à mesure que les communautés sont de taille de plus en plus réduite. Bon. À cette échelle, les équipes qui orientent la recherche ne sont au nombre que de quelques dizaines, voire, sur certaines thématiques, de moins d'une dizaine au monde. Et au fond, ce qui devient alors possible et intéressant, c'est de préciser si l'équipe qu'on est en train d'évaluer figure parmi elles, dans un premier temps, puis, si elle n'y figure pas, si elle travaille avec l'une de ces grandes équipes dans un de ces réseaux qui existent un peu partout. Donc, une piste quant à l'évaluation, puisque ce qui émerge assez clairement aujourd'hui dans toutes les disciplines, c'est bien l'importance des réseaux au sein desquels se fait la recherche, où elle se construit et progresse. Ce qui pourrait émerger, c'est effectivement dans ces... alors, je parlais d'une dizaine, mais quelquefois, vous avez des thématiques ou des sous-disciplines où vous avez 3 grands réseaux mondiaux, au fond. Un peu en compétition, quand même, en dépit des grands sourires, et puis d'orientation différente, quelquefois aussi. Mais ce sont les seuls à disposer des grandes capacités d'innovation et d'entraînement et qui attirent vers eux les autres équipes et personnes les plus actives. Et de ce fait, il me semble qu'on pourrait attacher une importance particulière, un peu plus importante que nous ne l'avons fait jusqu'à présent, à l'appartenance à ces réseaux internationaux de recherche. Alors, il ne s'agit pas de dire cette équipe participe à X réseau, et plus il y en a en général, et mieux c'est pour l'évaluation. Ce n'est pas du tout ça, vous voyez bien. C'est plus difficile, en fait. C'est plus difficile parce qu'il faut réussir... alors, j'ajoute que les financements de réseau, on n'a pas d'excuse, en gros, parce qu'on considère les organismes nationaux, l'ANR, les IDEX, la communauté européenne. Les financements de réseau, ça a été vraiment tout à fait généreux, j'allais dire, et donc les opportunités de financement étaient là, et sont toujours là. Donc, dans cette situation-là, au fond, on pourrait essayer d'apprécier quels sont les principaux réseaux dans une sous-discipline ou une thématique concernée, puis de préciser la participation ou pas, à quel niveau de l'équipe évaluée à ces réseaux majeurs, à quelle place, ou un peu loin de réseaux majeurs. Et donc, il y a une... Alors, je ne suis pas en train de définir une métrique, mais l'idée est quand même celle-là. Et les projets européens dont nous venons de parler, au fond, grâce à l'ERC et à la présentation des caractéristiques de l'évaluation aux différents stades des projets de l'ERC, ces projets européens supposent, mais même quand il ne s'agit pas de l'ERC, en général l'existence et la mobilisation d'un réseau. Un réseau de collègues sur une thématique spécifique, un réseau qui en général ne se limite pas à l'Europe mais est un peu plus international que l'Europe et que l'on pourrait aussi prendre en compte dans une évaluation de l'internationalisation des équipes. D'autant qu'il constitue en général une voie d'accès privilégiée à la publication dans les revues majeures de la thématique. Donc tout ça fonctionne quand même assez bien ensemble. Alors bien entendu, le point sensible réside ici dans la détermination des réseaux majeurs par thématique de recherche. Alors on peut faire appel, comme vont le faire les Chinois, à l'intelligence artificielle. On peut aussi essayer de mobiliser un certain nombre de grands experts du domaine, du sous-domaine de la thématique, dont un certain nombre d'experts étrangers. Et pour répondre à l'une des nombreuses questions soulevées par Pierre, je pense que la participation de ces experts étrangers aux visites n'est peut-être pas indispensable. Je ne suis pas certain que leur déplacement apporte une forte plus-value à l'évaluation finale. Et en revanche, ce que je sais, pour l'avoir subi moi-même, j'allais dire, quand j'étais ici, de ce côté-ci, c'était les limitations qu'imposait financièrement tous ces voyages à prendre en charge.
Au fond, l'examen de la participation d'une équipe donnée au grand réseau de la thématique peut se faire à distance, sans dommage quant à sa qualité, je pense. En revanche, et c'est un obstacle que l'on rencontre assez souvent, y compris dans les jurys des IDEX, qui fonctionnent aujourd'hui pour des appels d'offres, où il y a évidemment un recours à des experts étrangers, nous heurtons assez vite à une difficulté économique parce que les grands experts étrangers sont un peu coûteux. Voilà. Et que les barèmes de rémunération des experts étrangers de la CRS sont parfois, je pense, trop faibles pour permettre de les mobiliser, bien sûr. Alors, je ne sais pas si je termine là-dessus, non. La reconnaissance de l'importance de l'internationalisation de la recherche fait l'unanimité. On n'a pas entendu le contraire depuis le début de ce colloque. Mais les manières d'évaluer sa réalité et la place que l'équipe occupe dans le concert mondial sont beaucoup plus délicates. Mais je pense néanmoins que c'est là l'aspect crucial, au fond, de l'évaluation. Alors j'ai présenté ici une piste possible parmi d'autres. Elle a l'avantage, je pense, de correspondre à la représentation que les chercheurs se font de la réalité de leur métier, parce que je pense qu'il y a peu de chercheurs aujourd'hui qui ne sont pas insérés dans les meilleurs réseaux possibles pour leur thématique, ou en tout cas qui cherchent à entrer dans ces réseaux. Elle permet de construire des indicateurs sur la base de l'analyse de la situation particulière à chaque champ, mais évidemment, elle reste plus compliquée dans son application que le simple comptage de la proportion des articles publiés dans les grandes super revues étoilées. Ça c'est évident. Et je terminerai là-dessus. Merci. Merci Patrice pour ce plaidoyer, en quelque sorte, pour une meilleure prise en compte de cette dimension internationale de la recherche dans l'évaluation. C'est effectivement quelque chose dont nous sommes tous persuadés, mais qui, comme tu l'as très bien dit, présente quelques difficultés quand on veut savoir comment l'apprécier correctement. Nous allons poursuivre notre tour de table avec Catherine Florenz, qui est première vice-présidente de l'Université de Strasbourg et qui est vice-présidente recherche et études formation doctorale. Merci d'abord pour l'invitation à pouvoir participer à cette table ronde. J'ai été moi-même évaluée en tant que responsable d'équipe de recherche, puis en tant que directrice d'école doctorale, 2 mandats, et maintenant en tant que membre de l'établissement et donc dans l'équipe de gouvernance. J'ai été également experte, membre de comité AERS d'abord, puis HCERS, membre de comité, présidente de comité, que ce soit pour des unités de recherche, que ce soit pour des écoles doctorales et plus récemment pour des établissements dans leur ensemble. Donc j'ai vu et j'ai pu apprécier l'évolution de la manière d'évoluer, l'évolution aussi de l'impact d'être évalué. Et je vais vous donner quelques exemples et quelques propositions peut-être pour aller un peu vers l'avenir aussi. Donc le premier point, c'est que d'être expert, c'est quelque chose de très très stimulant, de très apprécié, et je ne parle pas que de moi-même. Il y a une dizaine de jours, j'ai fait savoir à l'équipe de présidence à Strasbourg que je participais à cette table ronde, et est-ce que spontanément les collègues avaient quelque chose à me dire. Chacun a parlé de son rôle d'expert. C'était la première chose qu'ils ont dite, et que c'est stimulant et qu'on peut aller voir ce qui se passe dans les autres établissements, qu'on peut évidemment se comparer, qu'on peut prendre des bonnes idées, des bonnes pratiques, et on peut se connaître sur tout le territoire national. Aucun n'a parlé de l'incidence de l'évaluation sur l'Université de Strasbourg. Donc ça venait après. Donc d'abord, être expert, c'est quelque chose de très très bien. Et je pense que, on est expert parce qu'on le veut bien, parce qu'on a accepté, et je crois qu'une des choses qu'il faut souligner, c'est la formation que l'on reçoit par l'HCERS pour être expert. Un accompagnement, les livrets, les réunions préparatoires, et ensuite on emmène cet apprentissage dans l'établissement, et je crois qu'ainsi l'HCERS a un impact sur les procédures, le process qualité d'évaluation qui est distribué sur tout le pays. Le deuxième point, c'est la grande question, est-ce qu'être évalué sert à quelque chose ? Bien entendu que oui.
C'est indéniable et nous en sommes tous conscients et il y a une montée en qualité et une montée dans tous les critères qui ont déjà été soulignés depuis hier matin et je ne vais pas les reprendre. Donc pour les équipes et les individus, bien entendu, je voudrais juste faire remarquer ici que l'évaluation d'un individu, c'est quelque chose d'important, mais l'évaluation des équipes me semble de plus en plus adaptée parce qu'un individu ne peut pas avoir tous les talents en même temps et que pour mener la recherche aujourd'hui, surtout dans le domaine des sciences expérimentales, mais ça vient aussi dans le domaine des SHS, il faut plusieurs compétences de différents types et qu'ensemble, on peut arriver à porter quelque chose et à le faire avancer beaucoup plus que tout seul. L'évaluation des écoles doctorales a été quelque chose d'extrêmement performant et qui a eu un effet formidable sur la qualité de la formation doctorale. J'en suis vraiment le témoin. J'ai vu comment, au cours de 8 ans, les comportements ont changé, la reconnaissance des jeunes chercheurs, leur accompagnement par la part de l'établissement, mais aussi par les directeurs de thèse, par les laboratoires. Ça a vraiment pris une ampleur très importante et a une incidence très importante sur le devenir de ces jeunes chercheurs. Je salue d'ailleurs au niveau des dernières évaluations le passage entre formation doctorale et unité de recherche qui fait que les unités de recherche ont été obligées de parler de leur apport et de leur incidence sur la formation doctorale, ce qui a fait des ponts encore plus solides et qui a un impact encore plus important. Le résultat sur les unités de recherche et l'impact ou l'incidence de ces évaluations sur leur propre évolution dépend bien entendu des individus qui sont concernés, ça dépend des directions d'unités de recherche, mais au niveau de l'établissement, nous avons fait plancher tous les directeurs d'unités, tous les directeurs d'écoles doctorales à l'issue des évaluations pour qu'ils présentent les uns devant les autres et plus largement devant toute la communauté le résultat en très bref et surtout comment ils allaient prendre en compte les points de faiblesse qui avaient été soulignés pour soit les améliorer, soit les critiquer, soit ne rien faire, mais en parler à la communauté pour que chacun sache. Par contre, l'absence de notes claires et nettes empêche l'établissement d'utiliser ces évaluations comme élément simple d'allocation des moyens. Une école doctorale qui avait un A+ dans le passé se voyait tacitement accorder 1, 2, 3 contrats doctoraux supplémentaires. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Je simplifie un peu la vision, mais c'est quand même globalement, on ne peut plus, à partir de outstanding, excellent, et toute cette gradation, faire des calculs à notre sauce et les utiliser pour aller de l'avant de façon claire. Voilà. Bien entendu, on utilise les évaluations, mais pas de façon aussi flagrante que par le passé. L'évaluation des établissements est importante, mais sans entrer dans les détails, il me semble, par l'expérience que j'ai eue de l'évaluation de l'Université de Strasbourg, que ce qui a été le plus important, c'est finalement pas le retour de la CERS, excusez-moi de dire ça, mais le fait que nous ayons dû mener une auto-évaluation. Cette auto-évaluation a été un moment clé pour l'équipe de gouvernance, pour les services, pour les instances, etc. Et c'est là-dessus, avec cette clairvoyance que nous a apporté cette évaluation, que nous avons construit la stratégie. Et donc le rapport HCERS n'a fait que confirmer ce que nous savions déjà, ce que nous avions trouvé de nous-mêmes par nous-mêmes. Alors, peut-être quelques points un peu de lourdeur ou de faiblesse des évaluations, du processus dans son ensemble, c'est l'énormité de la machinerie. Enfin, c'est juste impressionnant. Le temps qu'on y consacre, le temps qu'y consacrent les équipes, quelles qu'elles soient, le nombre de visites sur site. J'ai fait compter que plus de 800 experts se sont déplacés à Strasbourg, rien que pour les unités de recherche et les 10 écoles doctorales. Le temps consacré, ce d'autant que, et ça a déjà été dit, il y a des SAB dans presque chaque unité de recherche, donc des Scientific Advisory Board.
qui prépare déjà tout ça d'un point de vue scientifique. Les établissements ont un comité d'orientation stratégique. Nous avons un service d'audit interne, nous avons un service d'aide au pilotage, nous avons un service d'analyse des risques, sans parler du fait que chaque chercheur qui a besoin, ou chaque équipe qui a besoin de financement, va être évalué par l'ANR, par l'Europe, par les appels à projets internes que nous faisons de l'IDEX, par le PIA, etc., etc. Donc finalement, nous avons un nombre de couches d'évaluation, un nombre de structures qui toutes évaluent quelque chose et au final, pouvons-nous en tenir compte réellement ou bien sûr, nous tenons compte de certaines choses, mais est-ce que ces empilements sont vraiment nécessaires et est-ce qu'il n'est pas possible de simplifier ? Je veux dire, les appels à projets auxquels participent les chercheurs, nous avons aussi une estimation que les sciences expérimentales, en tous les cas, tirent 80% de leur crédit d'appels à projets extérieurs à l'établissement. Donc, ils sont évalués sans arrêt. Et quand nous faisons quelque chose à l'intérieur de l'établissement, nous faisons aussi des appels à projets. Donc, ce qui ne simplifie pas la donne. Alors, malgré ces choses qui se superposent, il y a quand même des manques dans des choses qui ne sont pas évaluées, en particulier les facultés, le fonctionnement des composantes. Chez nous, ça n'a pas été évalué. Ce sont les programmes de formation qui sont évalués, mais non pas la manière de les mettre en place, etc. Et ce sont les plateformes, tout ce qui est infrastructure, qui échappe à l'HCERS pour le moment. Donc, comment simplifier ? Que pourrions-nous proposer ? J'ai entendu hier matin, et ça a déjà été repris là tout à l'heure par Thierry Damerval, que l'HCERS pourrait devenir une agence d'accréditation d'outils d'évaluation. Donc un transfert de compétences, et ça, peut-être, ce serait quelque chose à explorer qui me semble intéressant. Également, pour un établissement ou pour une unité de recherche, voilà, peut-être qu'il ne faut pas à chaque fois évaluer tout, mais seulement les questions cruciales du moment, qui ont un impact sur la stratégie et sur le développement de l'unité. On pourrait aussi tirer profit, ça a aussi déjà été souligné, des modèles d'évaluation qui sont en cours à l'international. Nous, à Strasbourg aussi, géographiquement, nous travaillons avec l'Allemagne, la Suisse. Nous voyons très bien que les process et que le nombre d'indicateurs qui sont utilisés pour les évaluations sont bien inférieurs, donc beaucoup plus simples. Il y a peut-être d'autres inconvénients, mais il faudrait en tenir compte. Réduire le nombre d'indicateurs, je crois qu'on va vers les 80 là, c'est peut-être beaucoup. La question de nouveaux indicateurs qui vont avec l'évolution de la manière de faire la science, en particulier la place des sciences ouvertes, qui est une vraie question et qui ne passera plus forcément par de la métrie, mais par une autre manière d'apprécier et d'évaluer, et qui est certainement complexe et qu'il faudra prendre en compte. Enfin, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, il y a tous ces niveaux où on peut aller chercher de l'argent et donc où il y a des évaluations qui sont faites. Comment sont pris en compte les LABEX, les IDEX, les objets nouveaux, comment sera pris en compte le lien formation-recherche qui est en train d'être vraiment consolidé par les appels à projets écoles universitaires de recherche et que nous avons pris complètement à Strasbourg en lançant un appel de projets interdisciplinaires thématiques pour des financements à long terme, comment tous ces objets qui vont vers une construction d'une université future, à long terme, mais quand même, peuvent déjà être pris en compte aujourd'hui. Voilà donc les questions que je me pose et que j'essaye de partager ici. Merci. Alors merci de ce retour d'expérience et de toutes ces suggestions. Dont on aura peut-être l'occasion de reparler, et qui s'adressait aussi à d'autres départements du HCERS que le département d'évaluation de la recherche. Mais je voudrais d'abord céder la parole à Frédéric Dardel, dont je rappelle qu'il est président de l'Université de Paris, administrateur provisoire Paris Descartes.
Paris-Descartes. C'est Christine Pierici qui est présidente de l'Université de Paris. Oui, oui, de l'Université Paris-Descartes, pardon. Et administrateur provisoire de la commu SPC, et surtout qui a été, il y a quelques années, avec Denis Pumin, le rédacteur d'un rapport célèbre, qui a présidé un peu aux orientations de HCRS. Donc il est particulièrement qualifié pour donner, 5 ans après, son point de vue. Merci Pierre, merci Michel de l'invitation, effectivement, pour parler de ce sujet qui comme tu l'as dit Pierre, m'intéresse depuis quelques années. Et je voulais essayer de parler un peu des perspectives de l'évaluation de la recherche et des laboratoires, en faisant quelque chose qui est un petit peu bizarre, qui est d'en parler d'une façon rétrospective. Donc vous allez voir que les questions qu'on pose aujourd'hui sont des questions qu'on s'est déjà posées, et que regarder comment on les a traitées avant peut nous éclairer sur comment est-ce qu'on en est arrivé là, et comment est-ce que voilà, c'est un peu l'idée des choses. Alors c'est aussi une pirouette, d'abord parce que beaucoup d'entre vous ont déjà dit beaucoup de choses, et puis aussi parce que je ne suis plus président de l'Université Paris-Descartes que pour 3 jours, puisque je rejoins le cabinet de la ministre, et donc je ne peux pas non plus me livrer à des choses qui pourraient engager le futur sur ce que pourrait être la prise de position de la ministre tout à l'heure, que je ne connais pas encore. Voilà, donc je reste très prudent. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, pour résumer un peu les questions qui ont été posées par Pierre tout à l'heure en ouverture, moi je vais les dire à ma façon, et je vais les résumer sous forme de 2 paquets de questions. C'est l'évaluation à destination de qui, et l'évaluation pour quoi faire. Parce qu'en fait, c'est ça, presque toutes les questions qui ont été posées sont celles-là. Et en fait, le problème, c'est que à ces 2 questions, il existe un ensemble de réponses, et que justement, cet ensemble de réponses, on ne peut pas forcément y répondre tout à fait de la même façon, suivant la façon dont on les priorise. Bien sûr, on fait de l'évaluation pour les équipes qui sont évaluées en termes de recherche, et on a dit à quel point c'était intéressant. Pour les experts aussi, comme l'a dit Catherine il y a quelques minutes, parce que c'est vrai que pour avoir aussi participé à l'expérience d'être du côté des évaluateurs, c'est aussi une expérience enrichissante. Ça peut être pour les tutelles directes, les universités, les organismes de recherche, les écoles, aussi, pourquoi pas, les UFR qui doivent aussi se saisir de l'évaluation de leur laboratoire, mais aussi éventuellement l'État qui peut avoir envie d'avoir une vision globale sur certaines choses, et donc de consolider des regards. Et puis, dans le passé, je sais moins si ça se produit maintenant, mais à une époque où les rapports étaient publics, donc avant le HCRS, c'était aussi évalué par des tiers, c'était aussi utilisé par des tiers. Je me souviens de régions, conseils régionaux, qui utilisaient les notes qui étaient publiées par l'ARS pour en déterminer des politiques d'allocation de moyens, ce qui n'avait pas été sans susciter un certain nombre d'interrogations, puisqu'on pouvait se demander si juste regarder la note qui était en bas du rapport de l'ARS de l'époque était un bon moyen pour faire une politique scientifique territoriale. Voilà. Donc, mais tout ça sont des questions qui sont importantes. Et l'évaluation, pourquoi faire ? C'est une évaluation d'accompagnement avec pour but d'améliorer et d'ouvrir l'esprit des gens qui se livrent à ce travail d'auto-évaluation et de construction d'un projet. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qui a été très bien développé par le HCRS. Donc cette évaluation conseil, on va dire. C'est aussi une évaluation pour faire de l'allocation de moyens, ça c'est très clair. C'est une évaluation aussi pour faire de la veille stratégique, pour faire du pilotage à un niveau plus macroscopique, parce que d'avoir des retours de ce qui se fait sur le terrain au travers de ces comités qui vont voir les équipes et qui en font des synthèses, c'est un outil qui est très utile, quelquefois à un niveau un peu plus méta, pour savoir ce qui se passe et sentir les domaines qui bougent et qui vont faire des choses. Et puis à nouveau aussi des évaluations de type compte-rendu. De temps en temps, l'État nous demande des indicateurs pour répondre au Parlement, pour mettre dans la LOLF ou des trucs comme ça. Donc, c'est des consolidations qui sont très importantes. Il y a une légitimité, comme ça a été dit, et le fait que depuis 10 ans maintenant ça existe, c'est vraiment rentré dans les mœurs, mais il y a toujours une légitimité à justifier l'utilisation de l'argent public de façon globale. Et donc, je crois qu'il n'y a aucune discussion sur le fait que l'évaluation est utile, nécessaire et aujourd'hui acceptée. Alors... il y a un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, je me souviens. Donc Pierre a rappelé qu'avec Denis Pumin, on avait été chargé de faire un rapport qui était celui de la note. Et donc je vais en dire quelques mots. Alors, juste pour faire cette petite histoire, ce petit retour historique, il se trouve que moi aussi j'ai une expérience importante, mais aussi beaucoup du côté des tutelles qui étaient utilisateurs ou destinataires de ces notes, puisque en 2005, j'étais... directeur adjoint scientifique, enfin à l'époque on disait DSA, maintenant on dit DAS, mais directeur adjoint scientifique au CNRS. À cette époque, c'était les organismes qui organisaient eux-mêmes leur comité, l'ARS n'existait pas encore,
Et une des raisons qui a conduit à la création d'une autorité indépendante, d'une agence d'évaluation, c'était une critique du fait que l'évaluation organisée par les organismes de recherche, le CNRS, l'INSERM et les autres, était une évaluation qui était interne. Elle était critiquée parfois comme étant endogame, c'est-à-dire qu'on mobilisait les commissions internes des établissements avec des représentants des établissements, qui allaient quelquefois aussi dans les universités, ce qui pouvait provoquer quelques tensions avec les partenaires universitaires. Pas souvent une question sur le fait qu'il manquait parfois un regard plus extérieur, et notamment international, comme l'a rappelé Patrice Bourdelet tout à l'heure. Une évaluation qui était destinée à faire de l'allocation des moyens, très clairement, c'est-à-dire qu'à partir de cette évaluation-là, les directeurs scientifiques adjoints fixaient sur un budget, une enveloppe budgétaire, quelle était la dotation de base de chaque UMR dont il avait la responsabilité. Donc un enjeu extrêmement important, avec une note qui, à l'époque, était une note qui était conservée dans un fichier Excel du directeur scientifique adjoint que j'étais, et qui n'était pas public. Ce qui a suscité un certain nombre de réactions et de critiques en disant « Oui, alors on nous donne des sous, mais on ne sait pas comment ni pourquoi et comment c'est décidé. » Donc, il y a eu une première évolution qui était basée sur l'exigence d'un principe de transparence. C'est-à-dire que la communauté scientifique, les pouvoirs publics ont dit il faut que ce process soit transparent et qu'il soit partagé, c'est-à-dire qu'il soit uniformisé sur l'ensemble des acteurs et que pas que chacun ait son modèle. Et donc l'ARS a été construit sur ce principe d'afficher, d'objectiver les critères, d'harmoniser les procédures et de publier la note, ainsi qu'un rapport. Mais c'est la note qui était importante. Alors au départ, si vous vous rappelez les pratiques de l'ARS pour ceux qui ont vécu à cette époque-là le système, il y avait des principes que 10% des laboratoires devaient avoir A+, 40% ou 30 à 40% devaient avoir A, les autres B ou C. Alors ça n'a pas duré. Pourquoi ça n'a pas duré ? Parce que les notes ont été utilisées, comme elles étaient publiques, par les différents opérateurs pour prendre des décisions politiques derrière. Et ce qui s'est passé en 2013, la dernière année avant, ou l'avant-dernière année, je ne me rappelle plus, c'est le HCRS, Michel, c'est 2013 ou 2014 2013, oui. 14, oui, c'est ça. Donc 2013, c'est que si vous regardez, parce que c'était publié par l'ARS elle-même, les notes qui étaient données après quelques années, donc ça doit être 2008-2013, donc 5 ans, eh bien, c'était l'école des fans. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde avait A ou A+. Enfin, je caricature un peu, mais à peine. Hein. C'est-à-dire que C, c'était quasiment une décision, c'était la guillotine, vous étiez cuit, donc le laboratoire fermait, et B, on ne donnait pas cher de votre peau. Donc les comités d'évaluation, se sentant d'un seul coup investis d'un pouvoir qui était un pouvoir quasiment de vie ou de mort sur les équipes, je caricature à peine, ont eu, d'une certaine façon, une énorme retenue par rapport à la décision qu'elle prenait, ce qui fait que de facto, cette note ne servait plus à grand-chose, puisqu'il n'y avait plus de discrimination, tout le monde était excellent. Et donc, et puis en même temps, il y a eu une réaction très forte de la communauté, d'une part au fait que la note était publiée urbi et orbi, donc avec une utilisation qui en était faite parfois par des tiers, sans vraiment lire. De la même façon qu'on l'a dit tout à l'heure, et on insiste, et je partage complètement ce point de vue, que l'intérêt d'un comité et d'une visite, c'est des gens qui interagissent avec les équipes de recherche et qui lisent les publications sans juste regarder la somme des facteurs d'impact ou le facteur H. C'est vraiment essentiel. Donc ça, donc le fait que la note avait un caractère réducteur qui a été très critiqué, et puis en même temps, cette dérive sur les notes a fait que c'était pas dans la loi, hein, le fait que la note était supprimée, c'est venu après le rapport dans les textes d'application, c'était pas si clair. La loi restait vague, parce que Denise Pumin et moi-même, on avait eu la mission, on nous avait dit ce serait bien si on supprimait la note, mais c'est vous qui voyez. Hein, voilà. Donc je me souviens très bien de la position compliquée qu'on a eue pendant quelques mois. Et alors ce qui est très rigolo, c'est que j'ai pris, avant de venir ici, j'ai exhumé le cahier avec lequel j'ai pris les notes de tous les entretiens que j'ai tenus avec Denise il y a maintenant 5 ans. Et je ne suis pas sûr que si on posait la même question aux mêmes personnes, dont certaines sont dans cette salle, ils auraient la même réponse. Parce que justement, la position et notre pratique et l'évolution du système, je suis biologiste, donc quand vous appliquez une pression de sélection à une population biologique, elle s'adapte et elle évolue. Hein. C'est le principe du darwinisme, sans vouloir faire ça. Et donc, quand vous appliquez... Les étudiants font pareil quand on leur met des systèmes de notation. Hein, et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé de réfléchir en fonction de la façon dont le système évolue. Donc, le HCRS
a essayé de résoudre cette difficulté en mettant en place une évaluation qui est beaucoup plus à l'écoute et dans l'intérêt des équipes de recherche, hein, en tout cas dans la pratique que moi j'ai vécue, alors maintenant cette fois-ci comme chef d'établissement, puisque à ce moment-là j'étais un consommateur de l'évaluation. Et je rejoins ce qui a été dit par Catherine. Je pense que c'est très utile pour les équipes, ça l'est moins pour les établissements qui ont plus de mal à s'emparer des rapports. Une université comme la mienne a près d'une centaine d'UMR et de A. On fusionne avec Paris Diderot au 1er janvier de façon totale et on aura plus de 200 UMR et EA dans toutes les disciplines. Certaines comportent 6 ou 7 permanents, d'autres 300. Forcément, quand vous avez un comité d'évaluation pour une équipe de 6 personnes, vous avez plus de mal à mobiliser des experts de très grand calibre international que quand vous avez un institut qui est mondialement connu. Et donc, ça crée, et c'est inévitable que lorsque vous avez des comités individuels, ils ont des différences d'appréciation et donc une difficulté pour les établissements à s'emparer de quelque chose qu'ils doivent utiliser ensuite pour faire une sorte de catégorisation de leur laboratoire en ceux qui sont en pointe, ceux qui sont émergents, ceux qui progressent, ceux qui sont au top niveau international. C'est pas facile. C'est pas facile et c'est compliqué, pour être tout à fait franc avec vous, avec les instances scientifiques dont on dispose à l'intérieur des universités de faire ce travail derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est une difficulté de comparer toutes ces choses qui nous arrivent, même si, de temps en temps, en lisant tous les rapports, on en tire des informations. Alors, moi, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur dans la gestion des interactions que j'ai pu avoir avec les comités d'évaluation au travers du HCRS, c'est que je pense que un des progrès que les tutelles ont à faire, parce que nous aussi, chefs d'établissement, responsables d'organismes, on a aussi à balayer devant notre porte sur la notion d'évaluation, on doit faire une commande. On doit s'emparer de l'évaluation en amont de l'évaluation pour les UMR. Alors, on ne fait pas systématiquement, mais moi, à plusieurs reprises, je suis intervenu auprès du délégué scientifique en disant tel laboratoire, on se pose une question. C'est un laboratoire qui change de directeur, c'est un laboratoire qui vient de fusionner un certain nombre d'équipes, c'est un laboratoire au contraire qui a perdu des gens qui sont partis à la retraite et du coup il y a un renouvellement de génération. Du coup, nous, on est un peu plus loin que du sujet, donc on leur posait la question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez de la stabilité du projet? Est-ce que vous pensez qu'il y a une valeur ajoutée à ces rapprochements d'équipes? Est-ce que vous pensez que le nouveau directeur ou la nouvelle directrice va pouvoir animer une vraie politique et réinsuffler quelque chose? Ça, c'est des questions qu'on a pu poser. Et on ne l'a pas fait suffisamment. Nous, on l'a fait pour quelques laboratoires à chaque vague d'évaluation. Mais je pense que c'est une vraie valeur ajoutée, parce que le comité, quand on lui pose ces questions, en général, il est très réactif. D'abord, il est content qu'on lui pose une question, parce qu'ils se disent ce que je fais répond à une commande et donc c'est utile. Donc c'est quelque chose que nous, on a essayé d'utiliser. Je pense que ça fait partie des pistes qu'il faut vraiment essayer de développer, parce que lorsqu'on fait ça, je parle de la tutelle directe, c'est quelque chose qui est beaucoup plus utile en termes de services rendus pour la prise de décision ultérieure. Voilà. Alors, la valeur de l'évaluation, c'est un sujet qui est important et ça dépend de la question qu'on pose. Et vous voyez bien qu'une des difficultés, si vous reprenez un petit peu le panorama historique décousu que je viens de vous faire, c'est que suivant qu'on veut répondre à la question, on fait de l'évaluation pour les équipes, on fait de l'évaluation pour l'allocation des moyens, pour la consolidation, pour la stratégie, on ne répond pas exactement à la question de la même manière. Et la raison pour laquelle ça évolue au cours du temps, c'est aussi parce qu'on a fait des coups de balancier entre les priorités qu'on a mis sur ces différents critères. Et donc là, il y a une nécessité de réflexion sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de l'évaluation, quelle est la question qu'on pose. Parce qu'en fonction de la question qu'on pose, on n'a pas forcément la même réponse à la pondération qu'on peut donner à tous ces éléments. C'est ça que je voulais vous dire. Et donc, parmi les objectifs qu'on pense tous devoir nécessaire de satisfaire, il y a la transparence, il y a l'ouverture internationale, il y a l'objectivité de l'évaluation, tout le monde est d'accord là-dessus. En même temps, il y a la nécessité que ce soit un vrai accompagnement pour les équipes et pour les laboratoires qui se livrent à l'exercice. Mais ça doit être aussi une aide au pilotage pour les tutelles. Ça doit être l'occasion pour elles de nourrir une réflexion stratégique sur où est-ce qu'ils veulent aller dans leur recherche. Est-ce qu'il existe des domaines émergents qu'ils doivent soutenir? Est-ce qu'il existe au contraire des trous dans la raquette où il faudrait investir? Donner un regard qualitatif, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous manque un peu. Là, je parle avec ma casquette de président d'université, c'est d'avoir une forme de... Alors, la notation, je vous ai dit à quel point ça avait été à la fois traumatisant et en même temps finalement inefficace à terme, mais on a un vrai besoin d'une évaluation qualitative, c'est-à-dire où on puisse avoir une forme
qu'on puisse entendre de la part des évaluateurs ce laboratoire est dans telle ou telle catégorie de laboratoire, parce qu'on en a besoin pour faire de l'aide à la décision. Parce que sinon, si l'évaluation ne débouche sur rien, même si les évalués sont contents qu'on soit venu les écouter et que ça leur a donné l'occasion de faire cette introspection préalable lorsqu'ils ont fait leur rapport d'activité, il y a parfois un peu une frustration si ça ne s'accompagne pas de moyens supplémentaires quand l'évaluation est bonne. Enfin, ça, c'est un truc qui est important. Et in fine, quelque chose qui a été dit aussi par Catherine, celle de l'efficacité de l'évaluation. Ça a forcément un coût parce que ben voilà, c'est un travail qu'on fait, donc il faut regarder le bénéfice-coût, l'avantage coût-bénéfice, enfin le rapport coût-bénéfice plutôt. Et bon, je pense qu'il est réel, qu'on en a vraiment besoin, mais l'intégration de toutes ces dimensions me paraît une réflexion nécessaire à avoir en fonction de où on veut aller. Voilà, je vous remercie. Merci Frédéric pour ce bilan et ces perspectives, ces questions aussi qui j'espère trouveront peut-être une réponse plus nette en fin d'après-midi.